Bienvenue à tous pour ce midi et cette petite heure de discussion sur le transport actif en mode hivernal. Le but aujourd'hui, dans le fond, on fait une petite activité, le CREAT, dans le cadre de la démarche climat de changement. Je vais vous expliquer rapidement ce que c'est. Puis je remercie surtout Loisirs et Sport Abitibi-Témiscamingue, puis le CISAT, en fait, donc Paul Saint-Amand, qui va être présent aujourd'hui, qui participe à la programmation. Est-ce que tu vois pas mon écran? Ce sera pas bien long. Je vais comme pas fait share. Comme ça va aller mieux. Fait que là, vous voyez mon écran, c'est ça? Ça fonctionne. Oui, ça fonctionne. Je suis allée un peu trop vite, j'ai sauté des étapes. Faites juste le mettre en mode présentation, Oui. parce que là, on voit on va mieux voir après. Comme ça ici. Oui, merci. Merci à vous pour votre collaboration. Donc, c'est ça. Donc, comme je vous disais au programme, je vais vous présenter un petit peu c'est quoi la démarche climat de changement qui nous permet de nous réunir aujourd'hui. Ensuite, on va faire une courte intervention de Paul Saint-Amand, donc du CISAT, qui va parler un peu de c'est quoi se déplacer activement en contexte hivernal, pourquoi c'est une nécessité pour tous, malgré peut-être les difficultés rencontrées, à la fois sur le plan sur la santé et l'environnement. Ensuite, on va avoir des expériences un peu de deux initiés en région qui vont venir nous partager leurs expériences. Puis après ça, le but, ça va être d'avoir vraiment une discussion ouverte avec vous sur vos perceptions, vos réalités. Qu'est-ce qui pourrait vous inciter à plus utiliser, dans le fond, le transport actif comme mode de transport, même en hiver? Et on partagera aussi après ça, on fera une petite synthèse un petit peu de tout ce qui a été dit et de nos réflexions. Donc, la démarche climat de changement, c'est une démarche qui est portée par le CREAT et tous les conseils régionaux de l'environnement du Québec. Dans le fond, c'est un projet qui est réalisé grâce à un fonds de subvention du gouvernement du Canada. C'est un projet qui a lieu pour les 3 prochaines années, qui s'adresse aux décideurs, aux gestionnaires, puis au milieu municipal donc de la région pour, dans le fond, les aider à passer à l'action dans tout ce qui est l'action climatique. Là, on parle autant de réduction de gaz à effet de serre, d'atténuation des changements climatiques, comme aussi d'adaptation. Donc, les objectifs de notre projet, c'est de mieux agir pour le climat de façon très générique, quelles que soient les sphères d'activité, de participer aux objectifs de carboneutralité du Canada d'ici 2050 et de faciliter la résilience des communautés et des collectivités locales. Donc, le climat de changement a différents volets d'activité. Le but, c'est d'informer, de partager les connaissances entre les acteurs locaux, de les outiller. Puis, il y a aussi tout un volet d'accompagnement aussi de municipalités ou d'acteurs de la région. Puis, sachez que l'activité aussi d'aujourd'hui va servir en fait à créer aussi une petite fiche, dans le fond, de réflexion et d'idées d'action ou de pistes d'action qui pourraient aussi être transmises ensuite aux différents gestionnaires, municipalités et MRC de la région. D'entrée de jeu, j'inviterai Paul à nous faire son intervention sur se déplacer activement en contexte hivernal, une nécessité pour tous, mais qui peut être parfois difficile pour plusieurs. Paul, je ne te vois pas, mais je sais que tu es là. Oui, merci Aurore. Donc, je me présente rapidement. Je connais la plupart d'entre vous. Donc, Paul Saint-Amand, je suis de la Direction régionale de santé publique en Abitibi-Témiscamingue. Je suis répondant régional pour le dossier en saines habitudes de vie, mode de vie physiquement actif, aussi pour la prévention des traumatismes non intentionnels, donc qui inclut la prévention des chutes notamment. Je suis aussi partenaire du comité intersectoriel régional en saines habitudes de vie de l'Abitibi-Témiscamingue qui regroupe l'ensemble des ministères et organismes gouvernementaux, paragouvernementaux liés aux saines habitudes de vie, donc aux environnements favorables à l'adoption de comportements sains.
Donc, je vais vous adresser le contexte aujourd'hui sous 4 enjeux de santé publique. Souvent, on contextualise les déplacements hivernaux dans un contexte de loisirs ou de sport, mais il y a aussi la composante utilitaire. Donc, on est tous piétons. Ça, c'est le mot d'ordre de Piétons Québec là, qui reprend ça. Mais nous sommes tous piétons, nous sommes tous amenés à nous déplacer activement. Et pour la santé publique, il y a certains éléments de contrainte qui jouent en défaveur de certaines populations en particulier. Donc, je vais vous amener ça rapidement là, dans les 5-6 minutes que j'ai sous 4 angles. Donc, la sécurité perçue ou effective, les inégalités sociales de santé, l'adoption d'un mode de vie physiquement actif et finalement la réduction des sources de pollution là, ou de l'impact de certaines sources de pollution sur la santé des individus. Donc, dans un premier temps, les risques perçus, on ne se cachera pas qu'avec la pandémie, il y a eu l'exacerbation de certains risques chez certaines parts de la population. On pense notamment aux aînés. On a d'hospitaliser en ce moment des personnes en perte d'autonomie qu'on ne connaissait pas avant la pandémie. Ça veut dire qu'ils ont perdu des capacités de façon importante. Donc, ce qui accentue leur risque de chuter, mais aussi leur peur de chuter. Et le contexte hivernal vient ajouter un élément supplémentaire à ça. Donc, des éléments faciles à mettre en place, c'est d'augmenter, par exemple, la durée des temps de déplacement aux intersections, revoir là, les fameux chronomètres pour ajouter quelques secondes pour permettre à ces gens-là qui présentent des limitations, des craintes aussi, de tomber, de se déplacer, de traverser, par exemple, une rue, une avenue. Les amoncellements de neige qui ont un impact différent d'une personne à l'autre. Donc, pensez seulement à un petit enfant avec sa visibilité qui est de beaucoup réduite en contexte hivernal. Donc, pour lui, se déplacer activement vers l'école, contrairement à y aller en voiture, il y a des contraintes plus importantes étant donné son contexte. D'une part, le temps nécessaire pour traverser une intersection pour lui aussi, mais la faible visibilité qu'il va avoir par rapport aux amoncellements, là, aux congères de neige. Il y a tout l'élément aussi, la crainte d'engelure. C'est quand même un facteur qui limite le recours au déplacement actif en contexte hivernal là, pour une part de la population. Et ça peut être amené soit par le fait qu'on ait de mauvais équipements, un enjeu d'accès à cet équipement-là, que le déplacement se fait dans des sections qui sont affectées par des vents importants en provenance du nord, les vents dominants par exemple, l'absence d'ensoleillement dans certaines portions de rue. Donc, vous voyez que ça peut créer concrètement des enjeux, mais ça peut amener aussi des craintes d'avoir des enjeux de la part du citoyen qui voudrait se déplacer activement en hiver. Le manque de clarté aussi. Donc, on pense à la lumière artificielle, les lumières de rue qui doivent être bien installées. Par exemple, là, on peut voir à certains endroits un trottoir dégagé d'un bord, puis que les lumières de rue se trouvent de l'autre côté de la rue. Donc, il y a une zone d'ombre qui est créée par le banc de neige là, entre la rue et le trottoir. Donc, ça amène quoi? Ça amène une augmentation du risque de chute, mais aussi une diminution de la sécurité perçue. La présence de véhicules lourds plus importante aussi, donc contextuellement, les véhicules de déneigement dans les rues, avenues qui ne sont pas présents normalement si on pense au contexte estival. Donc, les horaires de déneigement sont souvent des moyens utilisés de façon efficace là, par les municipalités pour contrer ça, mais c'est une contrainte supplémentaire en termes de sécurité effective, mais aussi en termes de sécurité perçue. Donc, s'il est clair pour les parents d'enfants qu'il n'y aura pas de déneigement à l'aide de souffleurs municipales dans l'allée et le retour à l'école, bien, ce sera plus sécurisant pour lui de laisser son enfant marcher vers l'école en contexte hivernal. Donc, ça fait le tour des éléments de sécurité perçus effectifs. J'ai recoupé ça de différents documents de Vélo Québec, de Piétons Québec, de l'Institut national de santé publique. On va pouvoir vous donner des références là, après la rencontre de ce midi. Les inégalités sociales, donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'on n'est pas tous égaux vis-à-vis l'enjeu hivernal. Donc, il y a des enjeux justement par rapport aux conditions des personnes. J'ai parlé des aînés, par exemple, qui ont une perte de capacité physique. Mais il y en a de même aussi pour les personnes qui ont des limitations fonctionnelles. On peut penser au déficit visuel, des personnes qui ont à se déplacer à l'aide d'une assistance à la marche. On peut penser
quadriporteur, une marchette, ainsi de suite. Donc, ils auront de la difficulté à passer par-dessus les obstacles, là, que ce soit des bancs de neige ou des amoncellements peu importants, mais quand même limitants pour eux. Et il y a les quartiers démunis. Ce qu'on sait au niveau de la littérature, c'est que généralement, les quartiers plus démunis ont des impacts plus majeurs en termes de déplacement actif au niveau hivernal. Soit de par la façon que le déneigement se fait, de par leur positionnement physique au niveau urbanistique, souvent éloigné des services. Et un recours plus fréquent au transport actif en contexte hivernal de la part de cette clientèle-là. Et là, on va pouvoir voir une exacerbation de ça, encore une fois, là, avec l'augmentation des coûts de l'essence puis l'augmentation des coûts des denrées alimentaires, là, les éléments de base. Donc, les gens vont devoir pallier en réduisant peut-être l'usage de la voiture. Donc, on est préoccupé par ça, que cette clientèle-là soit plus impactée encore qu'elle l'est déjà. L'adoption d'un mode de vie physiquement actif, probablement, je n'apprendrai pas grand-chose en vous expliquant que c'est une minorité de gens, donc 44 des hommes et 31 des femmes, qui rencontrent les objectifs minimaux d'adoption d'un mode de vie physiquement actif. Donc, le recours au transport actif en contexte hivernal est un moyen efficace et intéressant pour augmenter le niveau d'activité physique chez les citoyens de l'Abitibi-Témiscamingue, qui, en passant, ne score pas très fort là, par rapport à la moyenne québécoise en termes d'activité physique. Autre élément, l'obésité. En 87, là, lors des premières études qui ont été faites, 8 de la population de la région était catégorisée comme étant faisant partie de la catégorie en présence d'obésité. On est à 25 aujourd'hui. Donc, un écart majeur. Donc, ça peut avoir des conséquences, ça, oui, sur leur capacité de déplacement, leurs conditions physiques. Mais ce qu'on sait, c'est que le transport actif en contexte hivernal vient, comme toute forme de transport actif, à tout moment de l'année, vient réduire le risque de développer des problèmes liés à l'obésité et soutient la prévention de certaines maladies chroniques. Donc, c'est très important de le mettre de l'avant, puis de permettre surtout aux jeunes d'adopter ces comportements-là rapidement là, dans leur vie. Et finalement, la qualité de l'air, on sait tous que la qualité de l'air a un impact négatif sur la qualité de l'expérience de la personne qui se déplace en contexte hivernal. Donc, on peut penser à la pollution qui vient des véhicules, mais aussi la pollution d'autres sources. Donc, c'est important d'avoir des avis ou des stratégies là, pour réduire la pollution, particulièrement en contexte urbain, pour augmenter le confort d'une part des utilisateurs du transport actif. Là, je parle toujours en contexte utilitaire, là, mais c'est aussi valable pour les gens qui se déplacent en contexte de loisirs ou sportifs. Puis, évidemment, en soustrayant le recours à l'automobile au profit du transport actif en contexte hivernal, bien, on vient soustraire en même temps une source de pollution importante, là, ça veut dire le transport des individus. Donc, ça fait un peu le tour là, avec le temps qu'on avait convenu sur des enjeux de santé publique sur lesquels nous, on va travailler particulièrement au cours des prochaines années, soit les inégalités sociales, l'adaptation au changement climatique, la diminution de la pollution à la source et aussi vieillissement en santé, donc les risques de chute chez les aînés particulièrement là, touchés, je le rappelle, par la pandémie et impactés aussi dans leur habitude de vie par rapport à la diminution des capacités physiques. Donc, en rare, ça fait pas mal de tours. Oui, c'est bon, j'ai retrouvé mon micro. Merci beaucoup, Paul. Si jamais vous avez des questions ou autres, n'hésitez pas. Sinon, en fait, dans le fond, ça va servir de base à la discussion qui va arriver par la suite. Dans le fond, merci beaucoup, Paul. Le but, c'est vraiment de parler. Pourquoi on parle aussi du contexte hivernal, particulièrement du transport actif, c'est parce que tout le monde le sait ici, on en a une longue période chez nous, puis c'est une longue période où les gens vont faire moins d'activités, puis
quand arrive la belle saison, où des fois les gens sont plus enclins à faire du transport actif, il y a encore toujours quelques mois où le temps de mettre en place ces habitudes et ces routines-là deviennent plus difficiles. Et des fois, c'est aussi une période qui peut être intéressante sur laquelle on peut jouer, cette période du printemps qui s'en vient quand même bientôt et qui, des fois, peut permettre aussi un passage à l'action plus facile. Maintenant, j'inviterai Lisiane à prendre la parole et à présenter donc nos deux intervenants qui vont partager un petit peu leur expérience de vécu. Bonjour tout le monde. Donc, Lisiane Morel, de Loisirs Sport Abitibi-Témiscamingue. On voulait vous présenter deux personnes qui ont intégré, testé abondamment le principe de déplacement actif. Donc, Émilie Rivard-Boudreau, là, je vous la pointe, mais pas située dans le même cadran que vous. Émilie Rivard-Boudreau a un blog, en tout cas, je vais appeler ça un blog, mais c'est peut-être pas ça, tu pourras le préciser. Bref, elle a testé l'expérience amplement dans la dernière année. Et il y a également Maxime Barry qui est là et qui pourra nous dire aussi comment il a commencé et pourquoi il continue aussi. L'idée, en fait, je vous lance toutes les deux la question de départ, puis vous pourrez répondre. L'idée, c'est que vous pouvez aussi compléter les éléments de l'autre. Là, on vous laisse jaser avec nous, mais ensemble aussi. Donc, la première question, c'est pourquoi vous avez débuté, puis qu'est-ce qui a été aussi votre déclencheur, votre déclic, puis de nous parler de votre réalité, comment ça s'intègre au quotidien dans votre réalité. Et là, je laisserai peut-être Émilie commencer, puis Maxime, tu complètes et tu pourras bonifier si ça te convient. Donc, bon midi tout le monde. Voilà, donc je suis de Val-d'Or, en Abitibi. Je travaille comme journaliste. Je ne possède plus de voiture depuis bientôt 2 ans. C'est une décision que j'ai prise pour plusieurs raisons. Une d'entre elles, il y avait comme il fallait que je refasse mon budget, pour être honnête. Puis, en regardant tout mon mode de vie, finalement, j'ai constaté que fallait que je fasse des sacrifices, entre guillemets. Puis, en regardant tout ça, j'ai réalisé que le moins gros sacrifice, finalement, au bout du compte, pour moi, c'était de ne plus avoir de voiture. Donc, ce qui me permettait ça, c'était... Et je suis mère d'un enfant de 9 ans. Donc, on vit toutes les deux ensemble. Donc, je constatais qu'il y avait plusieurs, dans notre routine, je veux dire, hebdomadaire, qu'il y avait très peu de moments, en fait, que la voiture était nécessaire. Donc, ma fille va à l'école à pied. Moi, je travaille généralement là, à la maison ou au centre-ville. Donc, je dirais que dans un rayon d'à peu près 1 kilomètre de chez moi, il y a des lieux où je travaille. Il y a le cinéma, il y a la piscine, il y a une épicerie, il y a la bibliothèque. Puis, somme toute, j'habite dans un quartier qui est... J'habite pas au centre-ville, là. J'habite dans une maison d'un quartier très résidentiel. Donc, ce qui est le cas de plusieurs personnes, je pense, dans les régions qui habitent et travaillent en milieu urbain en Abitibi-Témiscamingue. Donc, quand je regardais tout ça, je me suis dit, bon, dans ma routine, pour l'école, le travail, la majorité des loisirs et les commissions essentielles, tout ça se faisait à pied ou à vélo. Et donc, juste avant de me départir de ma voiture, j'ai commencé à faire des tests de plus en plus en me disant vraiment limiter le plus possible l'utilisation de la voiture pour voir si c'était faisable. Et jusqu'à prendre la décision pour dire, je le teste. Puis une des raisons, donc il y avait le côté défi que j'avais envie de relever là-dedans. Moi, c'est sûr que je suis une personne en très grande forme physique, mais je suis avec mon enfant de 9 ans quand même. Là. Fait que, fallait que ça soit réaliste. Et voilà, donc on est capable, dans une routine
sans activité, je vais dire, spéciale à vivre à vélo ou à pied là, dans notre quotidien. Puis, on a trouvé au fil du temps des façons de, quand on veut aller plus en forêt ou faire des voyages, là, au fil du temps, je pourrais en parler, mais on a trouvé différentes façons de pallier à ça. Je vais commencer par ça, puis après ça, c'est Oui. bon? Oui, Maxime, de ton côté, juste à allumer ton micro, puis ça va être parfait. Maxime, est-ce que tu nous entends? Juste ça. Je vais activer ton son. Voilà. OK, c'est bon. Oui, ça Là, marche. est-ce que c'est mieux? Oui, C'est avec mieux? le son, ça va bien. OK, bon, parfait. C'est bon. Alors, ouais, ben c'est ça. Moi, j'ai jamais eu de permis de conduire, donc à ce moment-là, c'est à cause d'un handicap visuel. Mais c'est sûr que le transport actif, ben, ce que je voulais, c'était vraiment, moi, dans ma vie de tous les jours, c'était de me déplacer euh, sans qu'il y ait de coûts, tu sais, comment dire, ben, sans que ce soit très. Je cherche mes mots, là, je suis désolé, attendez un petit peu. J'ai comme un problème de caméra là, au bureau. Okay. Nous, on te voit. Oui, non, c'est bon. On te voit proche un peu, mais comme ça, c'est parfait. Oui, Excellent. non, mais c'est ça. C'est parce qu'il y a un zoom, il y a un zoom sur mon. C'est bon. Donc, c'est ça. Bon, mais le transport, c'est simple. Là. Moi, ce que je voulais, c'était vraiment de me déplacer comme le plus rapidement possible, l'hiver comme l'été, sans utilisation. C'est sûr qu'avec moi, mon revenu ou autre, j'aurais comme sensiblement les moyens de me payer des taxis assez souvent ou autre. Mais il y a juste que il y a quelques années, je me suis dit, bon, ben, je fais déjà du vélo l'été, je pratique la marche l'été. Donc, je me suis dit, bon, ben, pourquoi pas me faire adapter un vélo d'hiver et faire du vélo 365 jours par année. Donc, moi, c'est sûr qu'il y a comme, il y a l'aspect vraiment santé physique pour moi qui est vraiment la base. Là. Donc, à ce moment-là, ce que je voulais, c'était de me déplacer, que ce soit bon pour ma santé physique, ma santé mentale et que ça, comment dire, ça m'occasionne pas de coût comme tel. Bien, c'est sûr qu'il y a le coût du matériel, il y a le coût du vélo, mais c'est très marginal versus les coûts de taxi ou autre. Donc, moi, c'est ce que j'aime beaucoup. C'est sûr que, évidemment, ben, ça nous permet de garder la forme, ça nous permet de se déplacer plus lentement, de prendre le temps de regarder le paysage ou de décanter un peu lorsqu'on finit de travailler ou lorsqu'on va travailler. Donc, moi, c'est ce que je trouve très important dans le transport actif. Donc, c'est vraiment ça. Et puis, c'est sûr que j'ai des enfants, ils sont quand même un petit peu plus grands, mais lorsqu'il y a des transports à faire avec les enfants, bien, soit à ce moment-là, le coût d'une voiture que je n'ai pas à payer, bien là, à ce moment-là, je peux le mettre sur des transports un peu comme le taxi ou autre, où c'est sûr que plus que l'on planifie les transports, bien, à ce moment-là, plus c'est simple de trouver, comment dire, des transports alternatifs, des gens qu'on connaît qui peuvent nous transporter ou autre, ou l'utilisation de taxi de temps en temps. Merci. J'aimerais peut-être savoir, Maxime, t'habites-tu dans un rayon de 1 km comme Émilie? Est-ce que tu habites un petit peu plus loin de ton lieu de travail? Je serais curieuse pour ceux qui ne te connaissent pas. OK, bien, oui, entre autres, je suis à au moins 3 km de mon lieu de travail. Donc, 2 points, non, pas 3 km, mais 2,7, 2,8 km de mon milieu de travail. Donc, c'est quand même une marche de 23-24 minutes. Puis c'est ça que je trouvais un peu long l'hiver. Donc, à ce moment-là, le fait de m'équiper pour faire du vélo l'hiver, donc moi, ça me permet de raccorder le travail un peu plus rapidement. Là. Donc, c'est ça. Puis de aussi faire certaines commissions un peu plus rapidement l'hiver. Donc, c'est pour ça que j'aime bien ce type de transport-là. Mais ça se fait quand même très bien. C'est une moyenne de 6-7 km par jour de vélo. Merci.
Est-ce que si jamais les gens du public, vous avez des questions, vous pouvez les écrire dans le petit volet discussion, ou vous pouvez aussi ouvrir votre micro. On vous invite à le faire, à lever votre main, ou juste ouvrir votre micro et poser votre question, que ce soit à Émilie ou à Maxime, sans problème. Je me demanderais aussi peut-être, Émilie, tu avais commencé, tu disais, ah oui, monsieur. Je vois pas votre nom complet, mais allez-y, vous avez la main levée. J'aime bien ça, ces activités-là, mais ça fait depuis 27 juillet 2014 que je travaille là-dessus. Ça fait quand même un bout, puis je ne veux pas dire que la ville de Rouen et nos élus d'aujourd'hui sont ouverts, mais je vous jure que c'était fermé à l'époque. J'ai tout fait, j'ai Guy Parent, j'ai Gérard Paquette, j'ai Martin Lafont, j'ai un paquet de personnes que j'ai fait affaire, juste pour être capable d'avoir la piste cyclable du Tour du Lac ouverte à l'année pour que les gens, un exemple, qui sont à l'autre bout d'un condo, la rue du Perrault, là, comme la rue No, là, être capable de faire, par des belles journées comme ça, faire le tour du lac, puis tout ça, puis l'entretenir à l'année. Ça pourrait même permettre les gens, un exemple, qui restent dans ces coins-là, autrement dit dans l'est de la Pérou, s'ils vont travailler à Mine, ils pourraient y aller en vélo en passant par l'autre bord, la digue. Ils ont trouvé toutes des raisons que ça n'avait pas de sens pour me dire arrête, là, on ne veut plus rien savoir là-dessus. Puis là, mais qu'est-ce que je trouve dommage, c'est que Paul, il dit qu'on est la région Rouyn-Noranda la moins active, le plus de taux d'obésité. En plus, mais moins que tu marches, moins que tu vas marcher, moins que tu vas rouler, moins que tu vas vouloir rouler. La ville de Rouyn-Noranda, c'est une population, normalement, là, une couple d'années, dernier recensement, 41, la moyenne d'âge, c'est à 41 ans. Eux autres, ils seraient en forme. Ils seraient tellement heureux de voir là, les petits-enfants là, qui sont dans les petites carrosses faire le tour du lac, là, même en hiver, là, quand ils sont en arrêt de travail. Ça, c'est un problème. Moi, j'aurais bien aimé voir, puis même les quadriporteurs, là, la Maison du patrimoine, au bout, là, les gens, ils pourraient faire le tour du lac. Ça serait tellement... Ils verraient du monde, ils seraient enchantés. Ça serait merveilleux, mais là, ils vont se dire, bon, ben là, à cause des motoneigistes puis des 4 roues, on ne peut pas passer ça passerait. Ils vont vous en donner des raisons. Faites-vous-en pas. Puis là aussi, mais plus ça va, les charmants fat bike. C'est le sport là, qui s'en va, c'est un phénomène qu'on regarde au Québec, là, ça pousse, là, c'est bien le fun de faire ça à l'année. Mais c'est dispendieux. Là, monsieur, je vous interromps deux petites secondes. Parce que là, je prendrais juste les questions pour Émilie puis Maxime. Pour le volet solutions et vos enjeux à vous, on va y venir juste un petit peu plus tard. D'accord? Parfait, merci. Je m'excuse de vous couper. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions sur le quotidien ou sur leur fonctionnement pour Émilie et pour Maxime? Vas-y, Paul. Cette question, Maxime, là, je me doute un peu de la réponse, mais tu sembles gagner en autonomie en étant indépendant de ton mode de transport. C'est-à-dire pas dépendre, par exemple, de la disponibilité d'un taxi ou de l'horaire de tel type de transport. Tu as l'air d'avoir gagné en autonomie en décidant de te transporter en vélo à l'hiver. Est-ce que je me trompe ou tu as gagné en qualité de vie aussi de cette façon-là? Ton micro est fermé, Maxime. Je vais l'activer. 2 secondes. Vas-y. Oui. Bon, ben pour répondre à ta question, oui, Paul, effectivement, j'ai gagné en autonomie parce que c'est sûr et certain que avant, sans avoir un vélo adapté pour l'hiver ou autre, j'avais tendance à me fier davantage sur du transport un peu comme le taxi ou autre. Puis quand même, on peut se dire, depuis quelques années, là, à Rouyn-Noranda, c'est quand même plus difficile de se trouver un taxi à certaines heures ou autre. Donc, à ce moment-là, moi, c'est vraiment, je sors pratiquement jamais sans mon vélo. Là. Donc,
c'est ça. Mais ça me permet effectivement de toujours me rendre aux endroits où je veux me rendre en peu de temps, puis sans être obligé d'attendre après personne, évidemment. Aurore? Juste à Oui, je voulais juste peut-être qu'on demandait à Émilie de compléter parce qu'elle a parlé de rentrer ça dans une routine aussi, puis plus axé aussi sur l'hiver. Est-ce qu'il y a eu vraiment des difficultés? Parce que j'imagine que ce n'est pas la saison qui a été choisie pour commencer ça non plus. Donc, comment ça s'est passé aussi le passage entre ces deux saisons? Oui, c'est ça. Moi, j'ai dans le fond, quand je me suis... quand j'ai vendu ma voiture, c'était en mai. C'est ça. Donc, l'adaptation à l'hiver, moi, je n'ai pas un fat bike. J'ai un vélo hybride, là, une bien normale, mais je mets des pneus à clous pour la saison d'hiver. Et j'ai décidé aussi d'installer des pneus à clous à ma fille. Donc, quand on a commencé, elle avait son premier hiver, elle avait 8 ans. Oui, c'est ça. En tout cas, 7 ou 8 ans. Pour les enfants, c'est pas évident. C'est quand même, je vais être bien honnête, là, à son âge, ben même pour moi, il y a quand même certaines conditions qui, tu sais, quand il vient juste de neiger, là, ben si c'est dur en dessous, c'est pas si pire, là, mais quand il y a eu beaucoup d'autos qui ont passé ou tout ça, ça vient mou. Étonnamment, en fait, quand il fait très, très froid, c'est l'idéal. C'est l'idéal, tout est dur, puis ça roule super bien. Mais quand c'est doux, le bout, c'est mou, puis on est comme un peu dans le sable. Donc, dans ces moments-là, ben, tu sais, des fois, je décide de marcher. Je décide de marcher. Puis, fait que c'est sûr que ça a été une adaptation aussi pour ma fille parce que l'hiver, la façon que c'est fait, c'est que, bon, le trottoir est déneigé, la rue est déneigée, mais l'espace où on circule habituellement en vélo l'été, donc c'est-à-dire entre le trottoir et la rue, lui, il n'est pas déneigé. Donc, on se retrouve, donc pour notre sécurité, ben, ça dépend des segments. Donc, des fois, surtout moi, quand je suis avec ma fille, ben, des fois, on fait attention, mais des fois, on va rouler sur les trottoirs. Puis, tu sais, quand il y a un piéton, ben, on arrête ou, tu sais, vraiment, on ralentit vraiment beaucoup. Sinon, il y a des segments qui, somme toute, à un moment donné, ça vient comme bien taper, puis on est correct. Puis aussi, ça fait aussi que dans certaines situations, on se retrouve un peu plus proche des voitures. Donc, pour un enfant, ça peut être plus craintif. Donc, c'est ça. C'est qu'à un moment donné, donc il y a une adaptation. Il y a des fois, on se dit, j'ai pris mon vélo, j'aurais pas dû. Mais à un moment donné, on détecte bien les conditions. Puis, donc, des fois, ben, je choisis finalement de marcher, puis c'est plus simple. Puis je garde. Ben là, il y a un côté planification aussi. Tu sais, mettons, il manque, je sais pas, là, il manque telle chose pour souper. Ben là, tu sais, c'est comme tout un mode de vie finalement qui embarque avec ça. Tu sais, s'il y a une tempête de neige dehors, tu sais, il te manque tel légume pour faire tes fajitas, pour vrai, garde, on va s'arranger avec ce qu'on a. Puis finalement, ça fait que ça nous fait réaliser plein de choses. En as-tu vraiment besoin? On s'en pose la question des fois quand il mouille assis au dehors ou qui neige. Là. Fait que c'est un tout. Fait que oui, ça demande une adaptation, mais il sort de ça tellement une fierté. Là, elle a dit « Ah, t'es à vélo! » Puis elle dit « Ouais, puis qu'on est positif. Il y a une très grande fierté qui sort de faire ça, autant pour sa santé, le contact communautaire, puis aussi pour l'environnement, effectivement. Merci, Émilie. Martin, tu avais une question? Ben oui, ma question s'adresse un peu plus à Maxime. Maxime, tu sais, on se connaît bien, on est même voisins. Est-ce que tu estimes que ton temps de déplacement en période estivale, c'est quand même assez facile à estimer que souvent un déplacement à vélo est pratiquement plus rapide que l'auto, dépendamment des chemins qu'on emprunte. En période hivernale, est-ce que le temps de déplacement il est quand même aussi rapide que l'auto si on compare les deux saisons? Dans ton cas, là, je sais un peu le déplacement que tu fais. Là.
Oui, c'est une bonne question, ça, Martin. Est-ce que vous m'entendez bien? Mhm. OK, parfait. Bien, c'est sûr que, bon, l'été, l'été, ça va très bien. L'été, le temps de déplacement est vraiment court. Puis, c'est sûr qu'à Rouyn-Noranda, il y a comme certaines problématiques là, dans les viaducs. Il y a 2 viaducs qui disons, tranchent la ville en deux. Là, on a accès à ça. Ça bouchonne souvent à certaines heures. Donc, c'est sûr et certain qu'une personne qui partirait du même point que moi l'été, là, dans certains moments de circulation, ben, moi, avec mon vélo, ben, j'arriverais souvent avant les gens. Puis, il y a des facteurs aussi qu'il faut comme considérer que des fois, la route peut être un petit peu plus longue à vélo, mais le problème de stationnement avec le vélo est toujours comme assez évité. Là. C'est comme à Rouyn-Noranda, c'est rendu compliqué aussi pour le stationnement. Donc, à ce moment-là, les gens prennent beaucoup de temps à essayer de se trouver un stationnement dans leur voiture, à dépenser de l'essence. Et lorsqu'on utilise le vélo, c'est vraiment beaucoup moins compliqué. C'est sûr que l'hiver, on est dans un autre, comment dire, façon de voir les choses. L'hiver, ça prend un petit peu plus de temps, on roule plus lentement parce que c'est plus dangereux, on peut se faire mal plus facilement, mais j'aurais quand même tendance à dire que j'ai jamais vraiment plus que 10 du temps qui est ajouté à l'été au niveau des déplacements. Là. Donc, ça peut quand même bien se faire aussi. Puis, il faut considérer comment ça peut être difficile des fois aussi se promener en auto l'hiver. Il faut quand même des fois faire réchauffer la voiture, embarquer dans la voiture, déneiger la voiture et aussi, encore une fois, stationner la voiture lorsqu'on arrive au même endroit. Donc, j'aurais tendance à dire que je gagne toujours la course sur mes voisins qui vont à peu près au même endroit que moi. Okay. Je vous inviterai à faire une course pour vrai un jour, Martin et Maxime. Frédéric, tu avais une question, vas-y. Oui, bonjour. En fait, je trouve ça super intéressant là, que vous ayez changé de mode de transport. Je suis une adepte de la marche et du vélo. Vélo estival, marche tout le temps. Mais, tu sais, une auto, c'est hyper pratique. Là. Puis moi, quand il peut, puis que j'ai oublié du lait et du pain, je prends mon auto puis je vais à l'épicerie, je m'en passe pas. T'sais. Donc, ma question, c'est plus, ça va être un peu rabat-joie, mais vous avez dit, Mme Rivard, Émilie, que c'était pour des raisons économiques. Donc, si vous aviez le revenu, est-ce que vous, puis vous aussi, monsieur Maxime, que c'était pour des questions plutôt de conditions physiques que vous rouliez à vélo, mais si vous pouviez donc, avoir une situation 100%, est-ce que vous rouleriez, bon, ça se dit mal, 365 jours à l'année à vélo? T'sais, est-ce que vous regrettez un peu votre choix parfois? Moi, j'y pense. Moi, les moments où je souffre le plus de ne pas avoir de voiture, c'est beaucoup plus pour le plein air. Je suis une amatrice de plein air, puis ça, là, je dépends un petit peu plus de me timer avec des amis ou tout ça. Mais c'est une réflexion que j'ai de plus en plus parce que là, au début, je m'étais dit, je fais l'expérience 1 an. Là, l'année a passé, je dis, OK, je continue. Moi, je pense que le moyen que je voudrais garder, ce serait de partager une voiture avec quelqu'un. Même, tu sais, d'avoir la situation, même, je gagne le million de mains, là, mettons. Là. Parce qu'on dirait qu'un coup qu'on fait ce pas-là, tu sais, à revenir là, on se dit, hey, je l'ai faite, là. Tu sais, je vais-tu vraiment comme. Fait qu'on dirait que à travers cette expérience-là, j'ai envie d'être une ambassadrice aussi, tu sais, puis d'inspirer des gens. Puis il y a eu un moment donné que j'ai eu l'occasion avec une amie, on a expérimenté le partage de voitures. Donc, quand je disais, tu sais, c'était pas un si gros sacrifice que ça pour moi. Tu sais, quand il manque du lait et du pain, pour vrai, c'est d'habitude, il y a un dépanneur pas loin. Là. Tu sais, on s'arrange, là, puis c'est pas si pire. Je pense que le partage de voitures entre, par exemple, 2 familles, 2 adultes pourrait vraiment bien se faire. Puis, contrairement à ce qu'on se dit, ouais, mais les assurances, c'est compliqué. Hein, pour vrai, c'est pas compliqué. Puis, il y a différentes façons de faire. Il y a différentes ententes qu'on peut faire, mais il y en a un qui la voiture possède, l'autre, il met son assurance sur l'autre, puis là, on se fait un genre de contrat d'utilisation de la voiture.
Donc, pour vrai, non, je ne regrette pas. Puis, il y a une chose que je pense que des gens en moyen peuvent se permettre, c'est de se doter, par exemple, de vélos électriques comme hyper performants, qui ne demandent pas trop d'efforts, qui passent partout. Tu sais, tu peux avoir un fat bike électrique, tu sais, qui est comme un gros chariot en arrière. Hey, avec ça, là, tu sais, pour vrai, c'est les moyens, tu sais, c'est... Puis, tu sais, tu loues des voitures quand tu en as besoin, tu sais. Moi, c'est sûr que, tu sais, si tu as une ferme, dans le fond d'un rang, moi, mais je me dis, si déjà on fait comme un effort, des gens qui habitent et travaillent en milieu urbain, qui éliminent déjà là leur deuxième voiture et peut-être même leur première pour la partager avec des gens, il y a vraiment un gros pas qu'on peut faire, tu sais. Parce que souvent, c'est ça qui est de valeur, c'est que les gens qui ont les moyens, c'est souvent aussi des gens qui ont les connaissances pour pouvoir être capables d'adopter ce mode de vie-là. Et donc, moi, puis tu sais, ce que je trouvais aussi, c'est que il y a comme l'image du transport actif qui a besoin d'être pimpé un peu, c'est-à-dire que ce n'est pas un moyen de transport pour les pauvres. OK? Il faut s'enlever ça de l'idée. Fait que, tu sais, moi, quand je pars avec mon petit caddie, là, puis oui, peut-être qu'à Val d'Or, j'ai l'air d'une pauvre, mais je ne suis pas si pauvre que ça. J'aurais pu choisir. Moi, comme je dis, oui, c'était financier, mais il y a des soirs que je vais me taper un souper là, au prospecteur. Parce que pour moi, c'est un moins gros sacrifice d'aller à des spectacles. Je préfère continuer à avoir certaines sorties sociales et sportives que de payer des centaines de dollars un changement d'huile. Ça me fait chier. Fait que c'est ça. Fait que c'est des choix de vie qu'on peut faire réflexion puis qui nous handicapent pas tant que ça. Voilà. Je voulais juste dire que j'ai jamais pensé que vous étiez pauvre. Là. non, mais je veux le dire. Mais même peu importe la situation, c'est vrai que je vais faire du pouce sur toi, Émilie. On est souvent... en fait, on dit souvent que, ah oui, mais là, si tu n'as pas d'argent, tu te déplaces donc à vélo ou à pied. Mais en fait, on peut se déplacer à vélo ou à pied pour plein d'autres raisons que juste ça. Vas-y, Paul. Ce sera la dernière intervention. Pour ça, on va vous faire un petit truc. On va vous demander votre avis sur certains aspects. Fait que vas-y, Paul. Je fais du pouce spécifiquement là-dessus. Là, la légitimité de se déplacer là, activement l'hiver, oui, ça peut être une question de choix très rationnelle et très correcte, comme Émilie l'a fait, ou ça peut être une conséquence inévitable, là, comme dans le cas de Maxime. C'est pour ça qu'il y avait ce spectre-là de réalité qui vous était présenté ce midi. Donc, puis c'est pour ça que je vous ai amené l'angle des enjeux de santé publique par rapport notamment à des clientèles plus vulnérables, qui, elles, vont se déplacer nécessairement de façon active l'hiver. Et ce n'est pas par choix, c'est par nécessité. Donc, pour aller au travail, pour aller faire leurs courses, aller à l'épicerie, par exemple, aller s'acheter des vêtements. Donc, on comprend avec une population qui est vieillissante. Puis, encore une fois, là, je fais un clin d'œil à Yvan. Les chiffres d'Abitibi-Témiscamingue nous démontrent qu'on vieillit plus rapidement que le reste du Québec. Donc, les personnes en perte d'autonomie associées à ça, c'est des gens qui souvent ont ou non un permis de conduire, qui n'ont pas la possibilité d'utiliser un véhicule à moteur, donc qui doivent se déplacer activement. C'est incontournable. Et je fais une parenthèse sur la clientèle immigrante, que ce soit d'un autre pays ou d'une région métropolitaine où le recours au permis de conduire est moins fréquent qu'on peut le penser ici en Abitibi-Témiscamingue. Donc, des étudiants ou des nouveaux travailleurs qui arrivent ici qui n'ont pas de permis de conduire, en guillemets, là, ils sont mal pris en titi. Donc, puis particulièrement en contexte hivernal. Donc, en plus de l'adaptation au climat, il faut qu'ils modulent leur mode de transport. Donc, c'est une nécessité. Puis, je fais encore un clin d'œil à ce que Yvan amenait tantôt. On a des revendications citoyennes qui ont fait évoluer beaucoup les pratiques, à la fois des organisations. On peut penser à tout le beau réseau municipal qu'on a à Rouyn-Noranda, de marquage au sol et tout ça. Mais aussi des pratiques des organisations, par exemple, la mise en place de stationnement à vélo, de mesures incitatives là, pour venir travailler activement. Là. Donc, on en est là. La revendication est importante, puis l'accompagnement dans le changement aussi. Fait que de là, toute l'utilité d'une rencontre comme celle de ce midi. On est vraiment dans un changement. On peut le voir sous l'angle environnemental, sous l'angle des réalités des individus par rapport à leurs conditions. On peut le voir aussi sur
La socialisation, comme Émilie a amené, c'est un élément important pour maintenir un tissu social fort. Puis le transporter tout seul dans notre char, ça n'a pas d'effet bénéfique sur le tissu social. Mais se transporter activement, contextuellement l'hiver notamment, là, ça a un effet probant à ce niveau-là. Donc, j'arrête là-dessus, mais je voulais quand même faire un rebond là, sur ces enjeux-là. Merci, Paul. Vous devriez voir mon écran où c'est inscrit « Discutons du transport actif hivernal », là, juste pour être sûr que vous le voyez tous. Oui? Oui. Parfait. Merci. Dans le fond, je vois l'heure, puis notre souci était de clore à 13 heures. Je vais quand même vous défiler quelques images. J'aimerais que vous preniez le temps de cliquer sur le lien que j'ai mis dans le clavardage. Vous allez atterrir dans un Jamboard. Je vous explique c'est quoi, mais au moins vous avez cliqué dessus, vous l'avez ouvert, c'est ce qui importe. En fait, on voulait tout simplement vous montrer quelques images de quoi a l'air parfois notre région, nos municipalités, notre hiver à nous, et parfois ailleurs. Là, vous voyez que des fois l'affichage n'est pas nécessairement Abitibi-Témiscamingue, mais bref, vous voyez que parfois les trottoirs sont déneigés, d'autres les trottoirs sont déneigés, mais pour y accéder, c'est plus compliqué. On voit, Émilie, pour les photos, entre autres. On voit d'autres lieux où le quotidien Ouais, faut demander. je vous désactive, les filles. OK. Donc, voilà. On voulait partir de ces photos-là. L'idée était... Oups, pardon, je suis allée trop vite. Je vais juste arrêter ce partage-là. Je vais vous amener vers le Jamboard. Je vais juste vous expliquer comment ça fonctionne. Et voilà. Je vous le remets en partage d'écran dans quelques secondes. Voilà. OK. Vous avez ouvert le Jamboard. Vous le voyez ici. Dans le fond, la première... Il y a trois pages. Il y a 2 questions. La première question, c'est que vous manque-t-il, vous, pour faire la même chose que nos collaborateurs qui ont parlé, donc comme Émilie et Maxime? Qu'est-ce qui vous manque pour le faire? Et vous voyez ici sur le côté, vous pouvez ajouter un petit pense-bête. Donc, vous pouvez aller inscrire... Oui. Oui, le Jamboard que tu as créé est en mode lecture seule, puis je pense que c'est la même chose pour les autres participants. Fait qu'ils ne peuvent pas l'écrire eux-mêmes. Je vais aller le désactiver à l'instant. Gardez le lien ouvert. Très rapidement, puis vous pouvez oui, ouvert. Je vous fais ça. Donc, moi, pour faire de même, j'ai mis de la volonté. Je pense que c'est la seule chose qui me manque. Mais vous pouvez aller inscrire en cliquant ici sur le petit pense-bête. Et la deuxième question, c'est quelles sont vos solutions? Je vais vous demander de le faire, de le garder ouvert. Je vous le désactive tout à l'heure. Je m'assure que vous puissiez inscrire vos informations. Gardez-le ouvert et prenez un petit 2 minutes après notre webinaire pour aller inscrire le tout. Ça va être super pertinent pour Aurore, pour les gens du CREAT, mais pour les gens de Loisirs et Sports, du Comité Anciennes Habitudes de vie aussi. Ces informations-là vont nous aider à peut-être choisir les meilleures suite à cette rencontre ce midi. Pendant que j'active le Jamboard, je vais te laisser, Aurore, compléter la présentation. Ça te va? Ben oui, absolument. Je vais repartager mon écran. Je m'excuse, je suis share screen. Tu permets, Aurore, en attendant, là, je vais faire un rebond là, sur le commentaire de Frédéric tantôt. On pourrait avoir tendance à penser que le transport actif en contexte hivernal, c'est tout ou pas tout. Mais l'intervention de Frédéric nous disait, moi, si j'ai un besoin plus particulier, je vais le prendre mon char. Donc, c'est une contribution, c'est un mode de transport qui peut être fait aussi de façon variable.
Par exemple, se stationner plus loin de son milieu de travail. Si on habite en milieu rural, bien, utiliser des cases de stationnement plus loin pour se déplacer activement jusqu'au travail, permettre de moins congestionner le centre-ville, puis aussi de le mettre en forme, comme Maxime le disait tantôt. Donc, il faut voir ça aussi sur un continuum qui peut varier dépendamment des conditions hivernales, comme Émilie l'amenait, mais aussi, c'est pas tout blanc ou tout noir. Il y a beaucoup de grisé là-dedans. Puis tout le monde, je pense, a un potentiel d'augmenter par choix ses transports actifs en contexte hivernal. On était quasiment en train de faire ma conclusion, Paul. Dans le fond, je te remercie beaucoup. Je pense que ça met quand même bien le mot d'ordre, en fait, qu'on voulait vous amener aujourd'hui. Il y a des enjeux, certes, que ce soit sur le déneigement, des accessibilités, une amélioration de tout ça. Il y a toujours des petits trucs et astuces aussi pour les gens qui voudraient oser passer à l'action, parce que des fois, c'est ça, c'est juste un petit coup de défi qu'on a besoin pour essayer de le faire. C'est des petits trucs et astuces qu'on a récupérés notamment sur des différentes boîtes à outils de Vélo Québec. La première, c'est de s'informer de la météo, puis de parfois ralentir pour éviter de glisser, mais aussi trouver sa bonne journée le jour où on veut tenter l'expérience quand c'est les premières fois. Donc, ne partez pas pour votre première expédition dans les pires conditions. Sinon, ça va être peut-être plus difficile pour vous d'y retourner. Prévoyez aussi le trajet, puis le temps, puis gardez toujours un petit peu de temps, notamment quand c'est nouveau, parce que parfois, le trajet qu'on fait dans sa tête, parce qu'on le fait à pied ou on le fait en vélo l'été, ça ne sera pas le même en hiver, parce qu'en effet, il y a des obstacles qui peuvent être rencontrés. Prévoir un équipement adéquat au niveau s'habiller chaudement, pas trop non plus pour ne pas revenir en âge, parce que quand on marche ou quand on fait du vélo, on se réchauffe pas mal plus vite que quand on est en voiture. Donc, optez peut-être pour des classiques pelures d'oignon sur vous. Vous assurez d'être visible en tout temps. Ça, c'est quand même toujours important pour une notion de sécurité. Puis partagez votre expérience lorsque vous l'essayez, ou aussi comme aujourd'hui avec des initiés, des personnes que vous savez qui l'ont fait. C'est en discutant avec ces personnes-là que vous allez plus vous adapter un peu à ces modes de transport-là. Puis ce qu'on voulait amener aussi aujourd'hui, Paul, en effet, c'est toute la notion de perception aussi. Émilie l'a beaucoup abordé, Lisiane aussi également. Il y a toute une perception du transport actif en hiver qui peut des fois nous jouer des tours. Et on parlait de la sécurité, mais aussi le fait qu'il y en a qui le font par choix, pas seulement aussi par obligation. Donc ça change aussi énormément aussi la perception qu'on peut avoir sur les gens qui pratiquent ces activités-là. C'est pas mal les choses que je voulais vous amener aujourd'hui. Tout ce que vous allez aussi mettre dans le petit Jamboard que Lisiane vous a partagé, dans le fond, on va recueillir tout ça, un petit peu les différents commentaires. Je vois qu'il y en a différents dans le chat. Puis là, j'ai perdu l'heure. On peut peut-être prendre une petite intervention encore. Je préfère vous laisser parler. Puis on va faire une petite fiche avec ça aussi. Puis vous donner des ressources aussi, des références et autres si vous voulez en apprendre un petit peu davantage. Je regarde dans le truc. Ce que je disais dans le chat, si je peux me permettre, Aurore, oui, c'est que... Absolument. Donc, moi, par exemple, c'est ce qu'on a fait quand j'avais encore ma voiture, il y a des trajets que j'ai décidé, bon, je prends l'exemple, entre la maison et l'école. C'est vraiment pas loin, c'est genre 500 mètres. Mais là, quand à la dernière minute, le matin, puis il mouillait, OK, je vais aller le porter en auto, tu sais. Non. Là, à un moment donné, j'ai dit, c'est terminé. Même si on est en retard, même s'il pleut, même s'il vente, même si n'importe quoi, c'est un trajet qu'on ne fait plus en auto. Ça n'a pas de sens de déneiger l'auto, même gratter, la chauffer. Non, c'est terminé. Ce trajet-là, il ne se fait plus en voiture. Donc, peu importe les raisons, le retard, n'importe quoi. Donc, ça peut être un bon début. Il y a des trajets, je pense le dimanche à Val-d'Or, aller au marché public. Ça, c'est l'été, par exemple. Mais tu sais, il y a des trajets dans notre routine qu'on peut identifier puis dire on ne le fait plus en voiture. On peut commencer comme ça
on se donne ça, puis après ça, ben, ça devient plus accessible pour d'autres. Puis, une question que je trouve peut-être importante et intéressante, là, je pense que c'est Frédéric qui disait l'équipement minimal pour faire du vélo l'hiver, c'est quoi? J'ai vu, Émilie, que tu as répondu pneus à clous, des bons vêtements d'hiver. Mais c'est encore des bons vêtements d'hiver. Moi, c'est comme toujours la question, ouais, mais je mets quoi vraiment? Je mets ma soute, je mets pas ma soute. J'ai besoin de m'équiper, j'ai pas besoin de m'équiper. Vas-y donc, réponds-nous donc. Ben moi, tu sais, ma fille a fait son vélo avec sa soute d'hiver, là. Moi, puis là, tu sais, plus la saison avance, à un moment donné, on se connaît aussi, tu sais, parce que même s'il fait très froid, ben on a chaud, on pédale. Mais par exemple, pour les mains, même s'il fait bien chaud, c'est super froid. C'est froid pour les mains, tu sais. Fait qu'il faut quand même des mitaines qui coupent un peu le vent. Fait que, tu sais, pour vrai, il y a des essais-erreurs. Mais oui, tu sais, tu mets ta soute ou d'hiver ou de printemps. Puis ça fait le travail, là, tu sais. Moi, je prône beaucoup, tu sais, d'y aller avec un équipement minimal. Puis je reviens tantôt à la question par rapport à, tu sais, si on a les moyens, ben là, si vous avez les moyens, là, équipez-vous de tous des bons vêtements qui respirent, puis tu sais, les poignets qui coupent le vent après le vélo. Puis je vais faire brièvement, mais il y a des gens à Val-d'Or actuellement, là, à Rouen, dans plein des villes, qui ont des vélos de montagne puis des vélos de route à 3000 $, puis qui sont capables de se taper 100 km de route en vélo, mais ils vont travailler en auto à peu près 4 km de chez eux pour ne pas se dépeigner. Donc, moi, je pense qu'il y a une petite réflexion à faire aussi là-dedans à des gens qui ont des sous qui sont très en forme, tu sais, pour ça. Mais sinon, tu sais, l'équipement ne devrait pas être un frein, là. Tu sais, allez-y avec un vélo. Ça peut être un vieux vélo pour commencer. Puis on s'apprivoise pour trouver un certain plaisir aussi là-dedans, là. Vas-y, Paul. Un message du commanditaire, en prévention des traumatismes, probablement. J'ai vu Maxime aller, là, un bon casque. Ça l'ajoute au confort. On a vu ça sur les pentes de ski, hein? La mode des casques est arrivée parce que ça augmentait le confort, la chaleur. J'ai vu le bon casque que Maxime a. Donc, je pense que c'est une pratique adéquate. Puis en plus, ça vous permet de protéger votre coco. Un beau complément, merci. Aurore, je te laisse le mot de la fin. Oui, ben, évidemment, il y a bien d'autres choses qu'on pourrait discuter. 1 heure, c'est beaucoup trop court pour parler de tous les enjeux du transport actif hivernal. On a peu abordé quand même aussi, les aménagements qui pourraient être améliorés. D'ailleurs, on parle d'aménagement comme... Monsieur, on n'a pas beaucoup eu le temps de revenir aussi sur votre question sur l'aménagement, par exemple, de pistes comme autour du lac ou autre. Mais Paul a aussi abordé la notion de temps qui pourrait être allongé sur les intersections. Il y a beaucoup de petites choses comme ça qui pourraient être améliorées et qu'on n'a pas discuté. Mais dans tous les cas, écoutez, je vous remercie beaucoup pour cette discussion. C'est une première d'une série qui pourrait arriver. Là, on va faire toujours plusieurs activités dans le cadre de climat de changement sur la mobilité durable et les transports actifs en font certainement une place centrale dans cela. Donc, n'hésitez pas aussi à nous écrire par courriel, que ce soit à Loisirs et Sport ou à moi, aussi au CREAT, pour nous fournir des informations, ajouter des questions, et il nous fera plaisir donc de vous répondre. Puis on pourra vous transmettre aussi une petite fiche d'outils qui sera transmise au gestionnaire. Je vous remercie pour cette heure partagée avec nous. Merci beaucoup. Puis merci à nos invités, Émilie, Maxime. Oui. C'était très agréable de vous avoir avec nous. Il y aura probablement une suite. On ira peut-être plus dans le concret la prochaine fois. Et merci aussi pour vos réponses dans le Jamboard. Laissez-le ouvert cet après-midi si vous avez encore des pop-up qui vous viennent en tête. Allez l'écrire. On va faire quelque chose avec ça, assurément. Merci aussi à Paul pour ton intervention. Oui. Paul, t'es dans toutes mes rencontres, là. Je te vois plus, je m'excuse. Merci tout le monde. Merci, au plaisir.